En décembre 1983, je me trouvais dans ma grange en train de nourrir les chevaux lorsque j'ai entendu quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un bébé qui pleurait dans une tempête de neige à moins 20 degrés. À travers la neige, je l'ai vu, une petite chose qui se traînait dans des congères qui lui arrivaient à la taille, portant un paquet enveloppé dans un tissu bleu. Elle est tombée 3 fois avant d'atteindre ma clôture, et chaque fois, elle se relevait, protégeant ce bébé comme s'il était la seule chose qui comptait au monde. Quand je l'ai amené à l'intérieur, cette fille m'a regardé avec son œil valide, l'autre couvert de cicatrices, et m'a murmuré 6 mots que je n'oublierai jamais. Pouvez-vous le prendre à ma place? À ce moment-là, j'ai su 2 choses avec certitude. Premièrement, quelqu'un avait fait tellement de mal à ses enfants qu'il préférait mourir dans une tempête plutôt que de rester sur place. Et deuxièmement, à l'aube, soit je serais leur salut, soit nous serions tous les trois morts, car l'homme qui venait le chercher n'était pas du genre à pardonner. J'étais veuf depuis 5 ans à l'époque, vivant seul dans mon ranch dans les contreforts du Montana. Les habitants de Frost Creek disaient que j'étais devenu dur après la mort de Martha et de mon fils James, qu'il était aussi froid que le fer que j'utilisais pour ferrer mes chevaux. Ils avaient peut-être raison. Je n'avais pas souri depuis 5 ans. Je n'avais pas dit plus de 10 mots à qui que ce soit, sauf pour parler affaires. Cette nuit-là, la tempête de neige faisait rage depuis 2 jours. Le vent hurlait comme si tous les démons de l'enfer avaient été libérés. La neige s'accumulait si haut qu'on ne voyait plus les poteaux de la clôture. J'étais dans la grange en train de m'occuper des chevaux quand je l'ai entendu. Ce bruit qui n'avait pas sa place ici. Un bébé qui pleurait. Au début, j'ai cru que j'avais des hallucinations. Le voisin le plus proche était à 10 miles de là et personne de sensé ne serait sorti par un temps pareil. Mais le bruit s'est reproduit. Faible, mais de plus en plus proche. J'ai attrapé mon fusil et je suis sorti dans le blizzard. C'est là que je l'ai vue. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Elle portait des vêtements qui ressemblaient à des haillons et se traînait dans la neige qui lui arrivait à la taille. Elle portait un paquet enveloppé dans un tissu bleu et je pouvais voir le paquet bouger et entendre le bébé à l'intérieur pleurer. Tous les quelques pas, elle tombait, disparaissait complètement dans la neige, puis se relevait péniblement et continuait d'avancer. Je l'ai vue tomber une 3e fois et j'ai pensé qu'elle ne se relèverait pas. Mais elle l'a fait, s'est mise à genoux, a serré le bébé contre sa poitrine et a continué à ramper vers ma clôture. Quand je l'ai rejointe, elle s'était effondrée contre le poteau de la clôture. Ses lèvres étaient bleues, ses doigts gelés sur le tissu qu'elle tenait. Le bébé s'était tu. Ce n'est jamais bon signe par un froid pareil. Je n'ai pas posé de questions, je les ai simplement pris tous les deux dans mes bras et je les ai emmenés à l'intérieur. La chaleur de ma cheminée l'a frappée comme une gifle. Elle a haleté, puis s'est mise à trembler si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je l'ai allongée sur le tapis devant la cheminée et j'ai déballé le bébé de ses bras. Un petit garçon, âgé d'environ 6 mois, ses lèvres avaient la même teinte bleue et sa respiration était superficielle et humide. Une pneumonie. J'avais déjà entendu ce bruit, dans la poitrine de mon propre fils, la nuit où il est mort. Le bébé, a murmuré la fille, les dents claquant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Est-il, est-il vivant? À peine ai-je répondu en frottant la poitrine du petit pour essayer de faire circuler son sang. Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites dehors dans une tempête de neige? Elle ne répondit pas tout de suite, restant allongée là, tremblante, me regardant de son œil valide. L'autre œil était abîmé, cicatrisé, à moitié fermé. Quelqu'un avait fait du mal à cet enfant, et ce n'était pas accidentel. J'ai réchauffé du lait et enveloppé le bébé dans des couvertures, puis je l'ai tenu près du feu. La fillette se contentait de regarder, sans dire un mot, sans rien demander pour elle-même. « Tu as un nom ?» lui ai-je demandé. « Eliza Morrison, monsieur. » Sa voix n'était qu'un murmure rauque, comme si elle n'avait pas l'habitude de parler beaucoup. « Et lui, c'est Samuel, c'est mon frère. »« Où sont tes parents, Eliza Morrison? »« Ils sont morts, monsieur. Maman est morte en donnant naissance à Samuel. »« Papa est mort avant ça. Un accident de charrette. Je connaissais le nom Morrison. » James Morrison dirigeait la plus grande exploitation de charrettes dans 3 comtés avant de mourir au printemps dernier. Les freins de sa charrette ont lâché, il est tombé d'une falaise, laissant derrière lui une veuve. Et « Vous êtes les enfants de James Morrison », ai-je dit.
Elle a acquiescé. Alors qui s'occupe de vous? Son œil valide s'est écarquillé et j'y ai vu quelque chose que j'ai reconnu. Une peur pure et animale. Notre oncle Oswin. Monsieur? C'est lui notre tuteur maintenant. Alors pourquoi n'êtes-vous pas avec lui? C'est là qu'elle a prononcé ces 6 mots qui m'ont glacé le sang. Pouvez-vous le prendre à ma place? Je l'ai regardé fixement. Quoi? Samuel, monsieur. Pouvez-vous prendre Samuel? Vous n'avez pas besoin de me garder. Je suis... Sa voix se brisa. Je suis abîmé. Un œil ne fonctionne pas correctement et je ne suis pas aussi forte que les autres filles. Mais Samuel, lui, est parfait. Il a juste besoin de lait, de chaleur et de quelqu'un qui s'occupe de lui. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas besoin de me prendre. Juste lui. J'ouvris la bouche pour répondre, mais c'est à ce moment-là que je l'entendis. Des coups violents frappaient à ma porte. Agressifs, exigeants. Une voix masculine transperçait le vent hurlant. « Brennan, je sais qu'ils sont là. Ouvre cette porte. » Je reconnus cette voix. Oswin Fletcher, un homme d'affaires local. Il détenait la moitié des prêts de la ville. Et apparemment, il était le tuteur légal de 2 enfants qui venaient de courir 10 miles dans une tempête de neige pour lui échapper. Le corps d'Eliza se raidit. Sa respiration s'est arrêtée. Le bébé dans mes bras s'est remis à pleurer. « Brennan, Oswin a frappé plus fort. Ces enfants sont sous ma tutelle légale. Faites-les sortir ou j'entre. » J'ai baissé les yeux vers cette petite fille qui tremblait désormais plus que de froid, puis j'ai regardé le bébé dans mes bras, toujours les lèvres bleues et luttant pour respirer. Puis j'ai regardé mon fusil appuyé contre le mur près de la porte. À ce moment-là, j'ai dû prendre une décision. Ouvrir la porte et le lui remettre ou franchir une ligne que je ne pourrais plus franchir. J'ai pris mon fusil et je me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas ouvert cette porte. Pas tout de suite. « La tempête est trop dangereuse, Fletcher », ai-je crié, en gardant une voix calme. « Ces enfants restent ici cette nuit. La loi dit qu'ils sont à moi, Brennan. La loi peut attendre que la neige cesse de tomber. » Il y eut un silence de l'autre côté de la porte, le genre de silence qui signifie qu'un homme réfléchit à son prochain coup. Puis je l'entendis cracher dans la neige. « Tu fais une erreur », dit Oswin d'une voix basse et méchante. « Je reviendrai avec Marshall Reeves dès l'aube. Et quand je reviendrai, tu devras répondre de tes actes. » J'écoutais son cheval s'éloigner dans la tempête, puis je reposais mon fusil contre le mur. Quand je me retournais, Eliza me fixait de son œil valide, le visage baigné de larmes. « Vous n'auriez pas dû faire ça, monsieur, » murmura-t-elle. « Oncle Oswin, il n'oublie pas. Il ne pardonne pas. »« Moi non plus, » répondis-je. « Maintenant, réchauffez-vous bien tous les deux. » La première chose que je fis fut de m'occuper du bébé. Samuel était en mauvais état. Cette respiration sifflante et cette toux indiquaient la présence de liquide dans les poumons. Je l'avais déjà entendu chez mon propre fils. Je savais ce que cela signifiait à l'époque. Je savais ce que cela signifiait maintenant. Je réchauffais le lait à la bonne température. Ni trop chaud, ni trop froid. C'est drôle comme vos mains se souviennent de certaines choses, même lorsque votre cœur essaie de les oublier. Eliza m'observait faire, et je vis quelque chose changer sur son visage. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-elle doucement. « J'ai eu un fils, une fois. » C'est tout ce que je répondis. Je n'en dis pas plus. Je ne pouvais pas. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste hoché la tête, comme si elle comprenait ce que cela signifiait quand un homme parlait au passé de ses enfants. J'ai donné du lait à Samuel. Je l'ai enveloppé dans des couvertures et je l'ai gardé près du feu. Pendant tout ce temps, Eliza est restée assise là, trempée et frissonnante, sans rien demander pour elle-même. « Ma fille, tu dois enlever ces vêtements mouillés avant de mourir de froid, » lui ai-je dit. « Samuel d'abord, monsieur. On s'occupe de Samuel. Maintenant, à vous. J'ai trouvé de vieux vêtements de Martha dans un coffre que je n'avais pas ouvert depuis 5 ans. Une robe simple, trop grande pour l'enfant, mais sèche et chaude. Je la lui ai tendue et je lui ai tourné le dos pendant qu'elle se changeait. Quand j'ai regardé à nouveau, elle était noyée dans cette robe, les manches lui tombant sur les mains, l'ourlet traînant par terre. Mais elle se tenait là, le menton levé, essayant de paraître digne malgré tout. Cela m'a rappelé Martha, cette même fierté obstinée, même lorsque le monde la rejetait. « Tu as faim ?» lui ai-je demandé. « Si vous avez quelque chose à me donner, monsieur, je ne refuserai pas. J'ai préparé un ragoût, du gibier,
des pommes de terre et des carottes de mon cellier. Un repas simple, comme on en mange à la frontière, mais chaud et copieux. Quand j'ai posé le bol devant elle, elle l'a regardé comme si je lui avais offert un festin royal. Puis elle a fait quelque chose qui m'a tout appris sur cet enfant. Elle a cassé son pain en deux et a mis un morceau dans sa poche avant de manger l'autre. Pourquoi gardes-tu ça? Lui ai-je demandé. Pour demain, monsieur, au cas où il n'y en aurait plus. J'ai eu la gorge serrée. Il y en aura encore, Elisa. Tu n'as pas besoin de faire des réserves ici. Elle m'a regardé avec ses grands yeux, l'un clair, l'autre trouble, et j'ai vu qu'elle ne me croyait pas tout à fait. C'était une enfant qui avait appris à ne pas croire aux promesses. Après qu'elle eut mangé, je l'installai dans la petite chambre que j'utilisais comme débarras. C'était autrefois la chambre de mon fils, et son petit lit, couvert de poussière, s'y trouvait encore. Je le nettoyais aussi vite que possible, en essayant de ne pas regarder le cheval en peluche qui était toujours posé sur l'étagère. Toi et Samuel pouvez dormir ici, dis-je. Où dormirez-vous, monsieur? Près du feu. Quelqu'un doit l'entretenir toute la nuit pour que la maison reste chaude pour le bébé. Je peux le faire, monsieur. J'ai l'habitude de rester éveillé. La façon dont elle l'a dit, d'un ton neutre et neutre, m'a fait me demander quel genre de nuit cet enfant avait enduré. Dormez, lui ai-je dit. C'est un ordre. Pour la première fois depuis que je l'avais trouvée, elle a presque souri. Vous donnez des ordres comme papa le faisait. D'après ce que j'ai entendu, votre papa était un homme bon. Oui, sa voix est devenue très douce. C'est ce qu'a dit oncle Oswin à l'enterrement. Il a dit que c'était une tragédie de perdre un homme aussi bon. Il a dit qu'il prendrait soin de nous, qu'il veillerait à ce que nous ne manquions de rien. Mais, elle a baissé les yeux vers ses mains. Mais oncle Oswin ment très bien, monsieur. Très bien. Je suis resté assis près du feu toute la nuit, à l'entretenir, à écouter la respiration laborieuse de Samuel dans la pièce voisine. Toutes les heures environ, j'allais voir s'il allait bien pour m'assurer que sa couleur ne s'empirait pas. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu Eliza se lever. Elle est sortie en portant Samuel, marchant très prudemment dans sa robe trop grande. Sa respiration empire, a-t-elle chuchoté. Je pense qu'il a besoin de médicaments. De vrais médicaments. Elle avait raison. Les lèvres du bébé étaient redevenues bleues et le râle dans sa poitrine s'était accentué. Le médecin le plus proche se trouvait à Frost Creek, à une trentaine de kilomètres en bas de la montagne, à travers une tempête de neige qui ne faiblissait pas. Je vais aller en ville, ai-je dit en attrapant mon manteau. Tu ne peux pas. La tempête te tuera, alors elle me tuera. J'enfilai mes bottes, mais je ne resterai pas les bras croisés à regarder un autre enfant mourir. Monsieur Brennan, sa voix se brisa. Pourquoi? Pourquoi prendriez-vous ce risque pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. Je m'arrêtais, une botte enfilée, l'autre à terre, et j'ai regardé cette petite fille qui tenait son frère mourant dans ses bras. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour les miens, ai-je répondu. Puis je suis sorti dans la tempête. Quand je suis revenu, 3 heures plus tard, à moitié gelé, les médicaments dans ma sacoche, le soleil commençait à se lever. J'ai trébuché en franchissant de ma porte, et j'ai trouvé Eliza assise près du feu avec Samuel, tous deux enveloppés dans des couvertures, et elle avait entretenu le feu pendant tout le temps où j'étais parti. « Vous êtes revenu » a-t-elle murmuré, comme si elle n'y croyait pas vraiment. J'ai donné les médicaments à Samuel et j'ai regardé sa respiration se calmer. Eliza s'est alors enfin laissée aller à pleurer. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. C'est alors que nous avons entendu les chevaux, plusieurs cavaliers qui remontaient le sentier de montagne. Je pouvais les voir par la fenêtre. 6 chevaux, peut-être 7. Oswin Fletcher en tête, et juste à côté de lui, portant un insigne de Marshall, Tom Reeves. Eliza m'a attrapé le bras. Il a amené la loi. Je vois ça. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai regardé son visage effrayé, le bébé qui respirait enfin plus facilement, la vie que j'avais construite seule dans cette cabane pendant 5 ans. Puis j'ai repris mon fusil. On va voir, ai-je dit, à quel point la loi se soucie de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est légal. Les coups sur ma porte ont repris, plus fort cette fois. Silas Brennan? C'était la voix du shérif Reeves. Ouvrez cette porte. J'ai ici des documents qui indiquent que vous hébergez des mineurs contre la volonté de leur tuteur légal. Ouvrez ou je défonce la porte. La main d'Eliza se crispa sur mon bras et je pris ma décision. J'ouvris la porte.
Le shérif Reeves se tenait là, dans son épais manteau, la barbe recouverte de neige, l'air fatigué et transi, et pas particulièrement ravi d'avoir été traîné en haut d'une montagne en pleine tempête de neige. Derrière lui, Oswin Fletcher était assis sur son cheval, avec ce genre de satisfaction suffisante qui donne envie à un homme d'appuyer sur la gâchette. « Shérif », dis-je en gardant un ton neutre. « Oswin? Monsieur Brennan. » Reeves sortit un papier plié de l'intérieur de son manteau. « J'ai ici les documents de tutelle signés par le juge Morrison lui-même. Ils stipulent qu'Oswin Fletcher est le tuteur légal d'Eliza et Samuel Morrison, mineur orphelin. Je comprends que vous l'ayez recueilli pendant la tempête. C'est charitable de votre part. Mais M. Fletcher, ici présent, dit qu'ils se sont enfuis et qu'il est mort d'inquiétude à les chercher. Je regardais Oswin par-dessus l'épaule du marshal. Son regard était froid, calculateur. À mourir d'inquiétude, mon cul. Ce bébé était en train de mourir d'une pneumonie quand ils sont arrivés ici, dis-je. Il serait peut-être encore en vie si je n'étais pas allé chercher des médicaments en ville au milieu de la nuit. Ça ne ressemble pas à des enfants qui s'enfuient sans raison. Les enfants s'enfuient tout le temps, dit Oswin d'un ton suave. Ce sont des créatures ingrates par nature. Je les ai nourris, vêtus, logés pendant 6 mois. Et voilà comment ils me remercient, en traînant un nourrisson malade dans une tempête de neige et en jetant le déshonneur sur ma maison. Le déshonneur sur votre maison, ai-je répété lentement. C'est ce qui vous inquiète? Le déshonneur? Entre autres choses, le sourire d'Oswin n'atteignait pas ses yeux. Maintenant, Marshall, si vous voulez bien aller chercher mes pupilles, j'aimerais les ramener à la maison avant qu'ils ne causent d'autres problèmes. Marshall Reeves me regarda. Monsieur Brennan, je vais avoir besoin que vous ameniez ces enfants. Je ne peux pas faire ça, Marshall. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Les deux. Reeves soupira. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. La loi est claire. Cet homme a des papiers en règle. Les enfants sont sous sa tutelle. Vous n'avez aucun droit légal ici. J'ai 2 enfants à l'intérieur qui sont terrifiés par cet homme, dis-je en désignant Oswin du menton. Ça devrait compter pour quelque chose. Les enfants ont souvent peur de la discipline nécessaire, dit Oswin. Cela ne rend pas la discipline mauvaise. Ce mot, discipline, la façon dont il l'a prononcé, avec ce petit sourire qui jouait sur ses lèvres, m'a donné envie de lui casser les dents à coups de poing. « Laissez-moi parler à la fille, » dit Marshall Reeves. « Juste parler. C'est raisonnable, non? » J'hésitais, puis m'écartai. Le shérif entra, la neige tombant de son manteau. Oswin tenta de le suivre, mais je bloquai la porte. « Le shérif entre, dis-je. Vous restez dehors. Ce sont mes enfants. Ce sont des pupilles, pas des biens. Et jusqu'à ce que le shérif en décide autrement, ils sont sous mon toit, ce qui signifie que c'est moi qui décide qui entre. » Le visage d'Oswin devint rouge, mais il resta sur place. Il savait que s'il insistait, il devrait passer par moi, et malgré toutes ses fanfaronnades, il n'était pas assez courageux pour cela. À l'intérieur, Eliza se tenait près du feu, serrant Samuel dans ses bras. Quand elle vit le Marshal Reeves, elle pâlit. « Allons, mademoiselle Eliza, » dit Reeves doucement. « Votre oncle dit que vous vous êtes enfuie. Est-ce vrai? » Elle acquiesça à peine. « Pourquoi avez-vous fait cela? » Elle ouvrit la bouche, la referma, puis me regarda. Je voyais qu'elle réfléchissait pour trouver les mots justes. « Allez-y, » dis-je doucement. « Dites-lui la vérité. » Oncle Oswin. Sa voix était si faible. Oncle Oswin allait nous mettre dans le train des orphelins, à 320 mètres à l'est. Par ce temps, Samuel est malade et je lui ai dit que le bébé ne survivrait pas au voyage. Mais il a répondu que cela n'avait pas d'importance, que nous coûtait trop cher à entretenir. Marshall Reeves fronça les sourcils. « Monsieur Fletcher, est-ce vrai? Vous avez l'intention de l'envoyer à l'Est? » Oswin s'était frayé un chemin jusqu'à la porte, pas tout à fait à l'intérieur, mais assez près pour entendre. « Je m'occupe de leur trouver un placement convenable. Il existe des institutions mieux équipées pour s'occuper d'enfants orphelins qu'un célibataire vivant seul. C'est pour leur bien. Pour leur bien, ai-je dit, ou pour le bien de votre portefeuille? Comment osez-vous? Leur père détenait des parts dans votre entreprise, n'est-ce pas? Je ne faisais que supposer, mais la façon dont le visage d'Oswin se crispa m'indiqua que j'avais mis le doigt dessus. Les enfants héritent de ces parts.
Cela doit être gênant d'avoir deux bouches à nourrir alors que vous pourriez avoir tout le gâteau pour vous seul. C'est de la calomnie. C'est une question, ai-je répondu en regardant Marshall Reeves. Il serait peut-être utile de se demander qui profite de la disparition de ces enfants dans un orphelinat situé à 300 km de là où personne ne viendra jamais les voir. Le Marshal nous regarda tour à tour, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Brennan, vous portez de graves accusations sans preuve. Alors, demandez-lui pour son œil. » Je désignai Eliza. « Demandez-lui comment elle s'est blessée. » La main d'Eliza se porta instinctivement sur son œil balafré, et je vis la terreur se peindre sur son visage. Elle regarda Oswin, et je la vis se mettre à trembler de tout son corps. « Je suis tombée, murmura-t-elle. Je suis tombée dans les escaliers. » Mais la façon dont elle l'a dit, d'un ton neutre, comme si elle l'avait répété 100 fois auparavant, montrait clairement qu'elle mentait. « Eliza, ai-je dit doucement, dis-lui la vérité. Je ne peux pas. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage. « Je ne peux pas, je ne peux pas. »« Vous voyez, Marshal, a dit Oswin, on a préparé cet enfant. Monsieur Brennan lui a rempli la tête de mensonges et... Il m'a poussé. » La voix d'Eliza claqua comme un coup de fouet. « Oncle Oswin m'a poussé. J'ai fait tomber une assiette et il s'est mis en colère. Il m'a poussé contre le cadre de la porte et mon œil. Mon œil. » Elle sanglotait maintenant, les mots jaillissant comme si un barrage avait cédé. « Et papa? » L'accident de papa n'était pas un accident. J'ai vu oncle Oswin cette nuit-là, la nuit d'avant la mort de papa. Je l'ai vu dans la remise à outils, en train de couper les câbles de frein et de les limer pour qu'ils aient l'air usés. Et le lendemain, la voiture de papa est tombée de la falaise et... « Assez, rugit Oswin. Cet enfant est hystérique. Elle invente des histoires parce qu'on l'a montée contre moi. Marshall, je vous demande de retirer immédiatement ces enfants de l'influence de cet homme. » La pièce entière est devenue silencieuse, à l'exception des sanglots de Lisa. Marshall Reeves l'a regardé, puis Oswin, puis moi. Je pouvais voir qu'il pesait le pour et le contre. Des documents juridiques contre l'accusation d'un enfant, la loi contre ce qui était juste. « Monsieur Fletcher, a-t-il dit lentement, ce sont des accusations graves, de la part d'un enfant de 8 ans qui a clairement été traumatisé et manipulé. » Néanmoins, Reeves retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux. « Je pense que nous devons porter cette affaire devant le juge Morrison. Laissons-le trancher. Cela pourrait prendre des semaines, protesta Oswin. Alors cela prendra des semaines. » La voix du Marshal était devenue dure. « En attendant, les enfants restent ici. Monsieur Brennan, vous êtes officiellement nommé tuteur temporaire jusqu'à ce que nous ayons réglé cette affaire. Monsieur Fletcher, si vous avez des objections, vous pouvez les présenter au juge lors de sa prochaine tournée le mois prochain. » Le mois prochain? Le visage d'Oswin était devenu violet. « C'est scandaleux. J'ai des droits légaux. Et cette fille vient de vous accuser de meurtre. » Le shérif Reeves le fixa du regard. « Écoutez, je ne dis pas qu'elle dit la vérité, mais je ne dis pas non plus qu'elle ment. Et tant que nous ne saurons pas laquelle des deux versions est la bonne, ces enfants ne iront nulle part. » Oswin me regarda, et je vis dans ses yeux quelque chose qui me glaça le sang. Ce n'était ni de la colère, ni de la frustration, mais plutôt du calcul, comme s'il réfléchissait déjà à son prochain coup. « Ce n'est pas fini, Brennan, » dit-il calmement, loin de là. « Je pense que non, acquiesçai-je. » Il se retourna et monta sur son cheval, tirant si fort sur les rênes que la tête de l'animal se renversa en arrière. « Vous le regretterez, Marshall, vous deux. J'ai des amis, de l'influence. Vous ne pouvez pas m'empêcher de récupérer ce qui m'appartient légalement. » « C'est ce qu'on verra, » répondit Reeves. Nous le regardâmes s'éloigner, Oswin et sa droiture disparaissant dans la neige. Une fois qu'ils furent partis, le Marshal se tourna vers moi. « Tu sais ce que tu viens de faire ?» m'a-t-il demandé. « Tu t'es fait un ennemi puissant. Oswin Fletcher détient la moitié des prêtres dans cette région. Il peut rendre la vie très difficile à ceux qui le contrarient. Alors je suppose que ma vie va devenir difficile. » Reeves a secoué la tête. « Tu es soit l'homme le plus courageux que je connaisse, soit le plus grand imbécile. » « Probablement les deux, ai-je admis. » Il a regardé Eliza, qui pleurait toujours près du feu, tenant son petit frère dans ses bras. « Pour ce que ça vaut, a-t-il dit doucement, j'espère que tu as raison à son sujet, parce que si cette fille dit la vérité sur ce qu'elle a vu, nous avons un meurtrier en liberté à Frost Creek.
Alors je suppose qu'il vaut mieux le prouver, ai-je dit. Après le départ du shérif, je me suis assis près du feu, à côté d'Eliza. Elle berçait Samuel en fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis désolé, lui dis-je. Il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il... Elle ne put finir sa phrase. Tu as fait ce qu'il fallait, lui dis-je. Les premières pas sont toujours les plus difficiles. Mais si personne ne me croit, je ne suis qu'une enfant. Une enfant qui n'a qu'un œil. Lui, il est important. Il est riche. Il est... Il a peur, l'ai-je interrompu. Tu as vu son visage quand tu lui as dit ce que tu avais vu? Ce n'est pas le visage d'un homme innocent, Eliza. C'est le visage d'un homme qui sait que ses secrets ont été révélés. Elle m'a regardé de son œil valide. Tu me crois, à propos de ce que j'ai vu? J'ai repensé à la réaction d'Oswin, au calcul dans son regard, à la menace dans sa voix. Oui, ai-je répondu, je te crois. Pour la première fois depuis que je l'avais trouvée dans cette tempête de neige, elle sourit, un petit sourire fragile mais sincère. Merci, murmura-t-elle. Dehors, la tempête commençait enfin à se calmer. À travers la fenêtre, je pouvais voir des éclaircies dans les nuages. Le pire était passé, mais j'avais le sentiment que pour Oswin Fletcher, le pire ne faisait que commencer. Pendant 3 jours, nous avons vécu comme une vraie famille. J'ai appris à Eliza à ramasser les œufs des poules sans les effrayer, à pétrir la pâte à pain jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance. Elle apprenait vite. Elle observait tout ce que je faisais de son œil valide et se souvenait de tout. Et elle était douce avec Samuel, faisant toujours passer ses besoins avant les siens. Cela me rappelait Martha. La pneumonie de Samuel s'améliorait. Il reprenait des couleurs, sa respiration s'allégeait. Il se mit même à rire, un petit rire de bébé qui remplissait les espaces vides de ma cabane comme rien ne l'avait fait depuis 5 ans. Je me disais que nous avions peut-être eu de la chance, qu'Oswin allait peut-être abandonner, attendre le juge, accepter la décision qui serait rendue. Peut-être aurions-nous le temps de monter un dossier, de rassembler des témoins, de prouver ce que cet homme avait fait. J'aurais dû m'en douter. Le premier signe est apparu la 3e nuit. Mes chiens ont commencé à aboyer vers minuit. Ce n'était pas leur aboiement habituel face à un coyote ou un cerf, et m'a pas dit mal le secret, mais quelque chose de différent, de l'anxiété, comme un avertissement. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la neige éclairée par la lune. Je n'ai rien vu, mais les chiens ne se calmaient pas. Ils ont continué à faire les 100 pas et à gémir jusqu'à l'aube. Qu'est-ce qui lui fait peur? A demandé Eliza en sortant avec Samuel dans les bras. Elle avait pris l'habitude de dormir dans le fauteuil près du feu plutôt que dans la chambre, disant qu'elle aimait être près de la chaleur. Je ne sais pas, ai-je répondu. Probablement juste un ours qui sort de son hibernation plus tôt que prévu. Mais je n'y croyais pas, et à en juger par son expression, elle non plus. Le lendemain matin, je suis allé vérifier ma clôture et j'ai trouvé des traces fraîches, des empreintes de bottes, d'au moins 4 hommes différents qui faisaient le tour de ma propriété. Ils étaient arrivés jusqu'à la limite de mon terrain, s'étaient arrêtés, puis étaient repartis vers la ville, en repérage, comptant les sorties, planifiant quelque chose. Quand je suis revenu à la cabane, Beatrice Hollis était là. Elle était venue de la ville avec un panier de provisions, de la farine, du sucre, du porc salé, mais son expression m'indiquait qu'elle n'était pas venue uniquement pour être aimable. Silas, m'a-t-elle dit en m'entraînant à l'écart pendant qu'Eliza s'occupait de Samuel. Tu dois savoir ce qui se passe en ville. Je t'écoute. Oswin a parlé, répandu des rumeurs. Il dit que tu es un homme célibataire vivant seul avec une jeune fille, que ce n'est pas convenable, que Dieu sait à quelles influences tu l'exposes. J'ai serré les mâchoires, il suggère. Il insinue toutes sortes de choses, et les gens l'écoutent, Silas. Il a exigé le remboursement de prêts, menacé des entreprises, rappelé aux gens qui détiennent leurs hypothèques. Il monte toute la ville contre toi. Qu'ils se retournent contre moi. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Tu devrais t'en soucier, dit Béatrice à voix basse. Parce que hier soir, au saloon, il a offert des verres à des types louches. Des hommes venus d'ailleurs. Le genre que tu engages quand tu veux faire quelque chose sans laisser de traces. Je sentis un frisson me parcourir l'estomac. Combien d'hommes? 4 que j'ai vus, peut-être plus. Armés? Jusqu'aux dents. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, sachant tous les deux ce que cela signifiait. Oswin avait essayé la voie légale et avait échoué. Maintenant,
il allait essayer autre chose. Tu pourrais prendre les enfants et partir, dit Béatrice doucement. Va vers l'ouest, change de nom, recommence à zéro quelque part où il ne pourra pas te trouver. Tu veux dire fuir, survivre, je veux dire. J'ai regardé Eliza par la fenêtre, la voyant faire des grimaces à Samuel pour le faire sourire. Elle avait commencé à se détendre ces derniers jours, à croire qu'elle était peut-être en sécurité ici. J'ai construit ce ranch de mes propres mains, ai-je dit. Chaque poteau de clôture, chaque planche de cette grange, c'est tout ce qui me reste de la vie que j'avais avec Martha. Je ne m'enfuirai pas, alors tu ferais mieux d'être prête à te battre. Je suis toujours prêt à me battre. Béatrice posa sa main sur mon bras. Silas, il y a la bravoure et il y a la folie. Tu es seul. Lui, il a de l'argent, de l'influence et des mercenaires. Tu ne peux pas gagner. Peut-être pas. Mais je peux m'assurer qu'il ne gagne pas non plus. Elle secoua tristement de la tête, puis remonta sur son cheval. Avant de partir, elle se retourna. Il y en a certains d'entre nous en ville qui savent qui est vraiment Oswin, dit-elle. Pas beaucoup, mais certains. Si tu as besoin d'aide, je te ferai signe. Mais nous savions tous les deux comment cela se passerait. Oswin possédait cette ville, possédait ces gens. Quand les choses se gâteraient, ils détourneraient le regard. C'est ce que font les gens quand ils ont peur. Ils survivent. On ne peut pas leur en vouloir, mais on ne peut pas compter sur eux non plus. Cette nuit-là, la température a chuté brutalement. Le genre de froid qui gèle votre souffle dans vos poumons, qui fait craquer les arbres comme des cousses de fioul. J'étais assis près du feu, en train de nettoyer mes armes, quand je l'ai entendu. Des chevaux, plusieurs chevaux, avançant lentement et délibérément sur le sentier de montagne. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Au début, je ne voyais rien d'autre que l'obscurité et les étoiles. Puis je les ai vus, des lumières qui clignotaient à travers les arbres, des torches, au moins 6, peut-être plus, qui serpentaient vers mon ranch. Eliza, ai-je dit doucement, prends Samuel et va dans la cave. Elle s'est levée en un instant, le bébé serré contre sa poitrine. Que se passe-t-il? Fais ce que je te dis. Va dans la cave, ferme la porte et ne sors pas avant que je te dise que tu peux sortir sans danger. Monsieur Brennan? Allez, ma fille! Elle courut. J'entendis la porte de la cave s'ouvrir en grinçant. J'entendis ses pas sur les marches en bois. J'entendis la porte claquer. Bien. La cave à légumes était souterraine, revêtue de pierres ignifugées, car j'avais le sentiment que c'était précisément un incendie qui allait se déclarer. Je chargeais mon fusil de chasse, mon pistolet, vérifiais mes munitions. Pas assez pour repousser 6 hommes, pas s'ils étaient déterminés, mais assez pour les faire réfléchir à 2 fois. Les torches se rapprochaient. Je pouvais maintenant les voir clairement, voir les hommes qui les portaient. Des types à l'allure rude, comme Béatrice l'avait dit. Des mercenaires au regard dur et au cœur encore plus dur. Et au milieu d'eux, bien en retrait de la ligne de front, chevauchait Oswin Fletcher. Ils s'arrêtèrent à environ 50 mètres de ma cabane et formèrent un demi-cercle. Les torches projetaient des ombres folles sur la neige, donnant l'impression que l'enfer s'était figé et venait nous rendre visite. L'un des mercenaires s'avança. C'était un homme imposant, au visage balafré, auquel il manquait 2 doigts à la main gauche. « Silas Brennan !» cria-t-il. « Nous savons que vous avez la fille là-dedans. Faites-la sortir et nous partirons en paix. » J'ai ouvert la porte juste assez pour montrer le canon de mon fusil. « Elle ne sortira pas, » ai-je répondu. « Et si vous êtes malin, vous ferez demi-tour et redescendrez cette montagne avant que quelqu'un ne soit blessé. Nous sommes 6 et vous êtes seul, vieil homme. 6 cibles, ai-je dit. Il ne me faut que 3 balles pour que cela ne vaille pas la peine pour vous autres. » Il y eut un silence. Je pouvais presque l'entendre calculer ses chances. Ils étaient payés pour faire un travail, certes, mais était-ce suffisant pour mourir? C'est alors qu'Oswin s'avança un peu, restant prudemment derrière son homme de main. « Monsieur Brennan? » Sa voix était douce comme de l'huile. « Soyons raisonnables. Ces enfants sont légalement les miens. Je ne fais que récupérer ma propriété. » « Elle n'est pas une propriété, » ai-je crié en retour. « Ce bébé non plus. Pas tant que je respirerai. » « Alors peut-être, » a dit Oswin, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Nous devrions faire quelque chose pour votre respiration. » L'un des mercenaires lança sa torche. Elle traça un arc dans les airs comme une étoile filante et atterrit sur le toit de ma grange.
Le foin à l'intérieur s'enflamma instantanément, les flammes explosant vers le ciel nocturne. Mes chevaux hennirent. Je courus vers la grange sans réfléchir, oubliant les hommes armés, oubliant tout sauf ces animaux piégés à l'intérieur. Mais je n'avais fait que 3 pas lorsqu'une balle siffla près de ma tête et éclata le cadre de la porte. « La prochaine ne manquera pas sa cible !» hurla l'homme balafré. Je m'arrêtai, regardai ma grange brûler, regardai les chevaux finir par se frayer un chemin à coups de sabots à travers le mur arrière et courir, les yeux exorbités, dans la neige. Au moins, ils étaient libres. Mais tout le reste, le foin, le matériel, le harnachement, 5 années de travail, partait en fumée. « Alors, a crié Oswin, tu vas te montrer raisonnable ou est-ce que la maison va brûler à son tour? » Je me tenais là, dans l'embrasure de la porte, le fusil à la main, regardant le feu peindre la neige d'orange et de rouge. Sous mes pieds, sous le plancher, j'entendais Eliza pleurer doucement dans la cave à légumes. « Vous pouvez brûler tous les bâtiments de cette montagne, dis-je. La réponse est toujours non. Une autre torche a volé dans les airs. Celle-ci se dirigeait droit vers ma cabane. Cette deuxième torche n'a jamais touché ma cabane. Un coup de fusil a retenti dans la nuit et la torche a explosé en plein vol, dispersant des braises incandescentes qui sont tombées sans danger dans la neige. Je me suis retourné pour essayer de déterminer d'où venait le coup de feu, et c'est là que je l'ai vu, des cavaliers déboulant de la lisière des arbres dans 3 directions. Une vingtaine d'hommes, peut-être plus, portant leurs propres torches et fusils. À l'avant chevauchait Miguel Santos, le contremaître qui travaillait pour James Morrison avant l'accident. Derrière lui se trouvait Sarah Chen du magasin général, le Dr. Harrison et toute une foule d'habitants de la ville à qui j'avais à peine parlé en 5 ans. « Lâchez vos armes !» a crié Miguel aux hommes de main d'Oswin. « Maintenant !» Les hommes de main se sont regardés, puis ont regardé Oswin, calculant leur nouvelle chance. 6 contre 1, c'était un bon rapport. 6 contre 25, c'était du suicide. Leurs armes tombèrent dans la neige. « C'est scandaleux !» bredouilla Oswin. « Ces gens n'ont aucune autorité. »« Nous avons toute l'autorité, » a dit Miguel en s'approchant de lui à cheval. « Nous sommes citoyens de ce territoire et nous vous avons vu commettre un incendie criminel et une tentative de meurtre. Le shérif Reeves va s'intéresser de près à cette affaire. Vous n'oseriez pas. Essayez donc. » Sarah Chen a pointé son fusil sur lui. « Mon mari est mort dans un de vos accidents, Oswin. Je me suis tué pendant 3 ans. Je ne me tairai plus. » Je restais là, sous le choc, à regarder ma grange brûler, à regarder la ville qui, pensais-je, m'avait abandonné, encercler Oswin et ses voyous comme des loups autour d'un élan blessé. Beatrice Hollis s'approcha de moi à cheval. « Je t'avais dit que certains d'entre nous savaient qui il était vraiment, » dit-elle doucement. « Il fallait juste que quelqu'un ait le courage de se lever le premier pour que les autres trouvent leur courage. » Lorsque le shérif Reeves arriva, Beatrice avait envoyé son fils le chercher. Oswin et ses hommes de main étaient ligotés dans ma cour comme des paquets de Noël. Le shérif a jeté un coup d'œil à la grange en feu, aux habitants armés et au visage rouge d'Oswin, puis il a poussé un long soupir. « Ça ne fait que s'améliorer, » a-t-il murmuré. Il a fallu attendre l'aube pour que tout soit réglé. Les déclarations ont été recueillies, les témoins enregistrés, les accusations déposées. Oswin a été arrêté pour incendie criminel, tentative de meurtre et une demi-douzaine d'autres crimes. Ces hommes de main l'ont trahi plus vite que des rats quittant un navire en perdition, avouant tout ce qu'ils les avaient payés pour faire. Au lever du soleil, Oswin Fletcher était en route pour la prison. Menotté. « Vous avez eu de la chance ce soir, » m'a dit le shérif Reeves, alors que le chariot transportant Oswin s'éloignait. « Mais ce n'est pas fini. Hillel va prendre un avocat, payer sa caution, se défendre devant le tribunal, et il a toujours les papiers de tutelle. Alors nous le combattrons aussi devant le tribunal, ai-je répondu. Le shérif m'a regardé longuement. « Vous voulez vraiment ces enfants à ce point? » J'ai pensé à Eliza qui pleurait dans la cave, au rire de Samuel, à la façon dont ma cabane vide avait recommencé à ressembler à un foyer. « Oui, ai-je répondu, je les veux vraiment. » Après le départ de tout le monde, une fois la grange réduite en cendres, j'ai ouvert la porte de la cave. Eliza était assise sur la dernière marche, berçant Samuel et lui chantant doucement une chanson. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée. « C'est fini » a-t-elle murmuré. « Pour l'instant. »
Elle est montée et nous sommes restés debout ensemble dans la lumière grise de l'aube, regardant ce qui restait de ma grange. Il ne restait plus que le squelette des poutres noircies et des cendres. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Tout est de ma faute. Si nous n'étions jamais venus ici, je serais toujours seul, l'ai-je interrompu. Je vivrais dans une maison vide, construisant des choses sans raison, prétendant être encore en vie, alors qu'en réalité, j'étais mort à l'intérieur depuis 5 ans. Elle m'a regardé avec son œil clair. Tu le penses vraiment? Je le pense vraiment. Elle a posé Samuel dans son panier, puis a fait quelque chose qui m'a presque brisé. Elle a tendu la main et a pris la mienne, ses petits doigts marqués de cicatrices s'enroulant autour des miens, rugueux et calleux, et m'a serré la main. Je lui ai rendu son étreinte. Nous sommes restés ainsi pendant une longue minute, sans rien dire, nous tenant simplement la main et regardant la fumée s'élever des ruines. Et j'ai compris où c'était ce que Martha avait essayé de me dire depuis le début, ce que j'étais trop accablé par le chagrin pour comprendre. Un cœur brisé n'est pas inutile. Il a simplement plus de place. 2 jours plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. Le chef Running Bear de la Nation Blackfoot est arrivé seul à mon ranch, sans armes, montrant qu'il venait en paix. Je l'avais rencontré plusieurs fois au fil des ans. Nous nous étions toujours bien entendus, respectant les limites de chacun. Silas Brennan, dit-il en descendant de cheval, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici, avec les enfants et l'incendie. Les nouvelles vont vite. Certaines nouvelles voyagent avec le vent. Il regarda Elisa, qui jetait un œil derrière moi. Viens ici, mon enfant. Elle hésita, puis s'avança. Le chef Running Bear observa longuement son visage, puis hocha lentement la tête. Tu as les yeux de ta grand-mère, les deux, même celui qui ne voit pas. Eliza resta bouche bée. Vous connaissiez ma grand-mère, elle s'appelait Morning Dove, une femme Blackfoot, mariée à un commerçant blanc. Ta mère était leur fille, il me regarda. Savais-tu que ces enfants ont du sang tribal? Non, avouai-je, mais quelle différence cela fait-il? Toute la différence. Le visage buriné du chef Running Bear se plissa en quelque chose qui ressemblait à un sourire. En vertu du droit des traités, les enfants ayant du sang tribal peuvent revendiquer la juridiction tribale, en particulier en matière de garde. Je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Cela signifie quoi? Cela signifie les papiers de tutelle d'Oswin Fletcher. Ce sont les lois des Blancs, mais ces enfants peuvent choisir d'être reconnus par la tribu, et s'ils le font, leur garde relève de notre autorité, et non des tribunaux territoriaux. Et quelle serait la décision de votre tribu? Demandai-je prudemment. Nous tiendrions une audience. Nous demanderions aux enfants ce qu'ils veulent. Nous vous demanderions ce que vous offrez. Nous rendrions notre jugement en nous basant sur nos traditions et non sur les lois de propriété des Blancs. Il m'a fixé d'un regard intense. Dans notre nation, les enfants appartiennent à ceux qui les protègent et prennent soin d'eux, et non à ceux qui partagent leur sang, mais ne leur offrent pas d'amour. Elisa m'a de nouveau pris la main et l'a serré fort. « C'est ce que tu veux? » lui ai-je demandé doucement. « Revendiquer ton héritage tribal? Si cela signifie rester avec toi, a-t-elle répondu, alors oui. » Le chef Running Bear a acquiescé. L'affaire était donc réglée. Je vais déposer les papiers auprès du juge territorial. Dans 3 jours, nous tiendrons une audience traditionnelle. Si vous réussissez notre test, Silas Brennan, les enfants seront à vous. Aucun tribunal blanc ne pourra l'annuler. Quel genre de test? L'épreuve des 3 questions. Ses yeux brillaient. Nous verrons quel genre d'homme vous êtes vraiment. Après son départ, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un véritable espoir. Ce sentiment a duré exactement 4 heures. C'est alors que Béatrice est revenue à cheval, cette fois au grand galop, son cheval couvert de sueur malgré le froid. « Silas » a-t-elle crié avant même de descendre de cheval. Oswin a été libéré sous caution. Le juge l'a libéré ce matin. Comment? Il est accusé. Il a des amis haut placés. Il a fait appel à eux. Et Silas? Elle respirait difficilement. Il est au courant de l'audience tribale. Je l'ai entendu parler à son avocat. Ils vont se battre. Ils vont prétendre que les enfants ne sont pas vraiment de la tribu, qu'il n'y a pas de documents, que tout cela n'est qu'une ruse pour contourner la loi des Blancs. Peuvent-ils faire cela? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le pire. Elle avait l'air effrayée maintenant, vraiment effrayée. Il a engagé d'autres hommes, différents cette fois, venus du sud, du genre qui ne posent pas de questions et ne laissent pas de témoins.
Et je l'ai entendu dire, c'est-elle en marquant une pause et en jetant un coup d'œil à Eliza. Je l'ai entendu dire que s'il ne pouvait pas avoir les enfants légalement, il ferait en sorte que personne ne puisse les avoir. L'espoir qui grandissait dans ma poitrine s'est refroidi et alourdi. Combien de temps me reste-t-il? 3 jours avant l'audience tribale. Mais Silas, dit-elle dans un murmure, je ne pense pas qu'il attendra aussi longtemps. Je pense qu'il viendra cette nuit. Je regardais ma grange brûlée, mon ranch devenu un champ de bataille. Je regardais Eliza debout dans l'embrasure de la porte, tenant son petit frère dans ses bras. Alors ce soir, dis-je, nous serons prêts. Mais en disant cela, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment se préparer à combattre un homme qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner de votre mort. J'ai passé l'après-midi à me préparer à un siège. J'ai déplacé Eliza et Samuel dans la partie la plus solide de la cabane, le coin où 2 murs de pierre se rejoignaient, le moins susceptible de prendre feu. J'y ai empilé des provisions, de l'eau, de la nourriture, des couvertures, des munitions, et j'ai placé mes fusils aux fenêtres, orientés dans différentes directions. Si les hommes d'Oswin venaient, je leur ferais payer chaque centimètre. Eliza m'observait travailler, son œil valide suivant chacun de mes mouvements. « Tu as peur, a-t-elle dit doucement. « Je suis prudent. Il y a une différence. Tu penses qu'il va venir cette nuit, n'est-ce que bien? » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai continué à charger des cartouches dans le fusil. « Monsieur Brennan, Silas, ai-je dit. Tu peux m'appeler Silas. » Elle a cligné des yeux. « Vraiment? Je pense que nous avons dépassé le stade des formalités. Je l'ai regardé, et si quelque chose m'arrive ce soir, je veux que la dernière fois que tu prononces mon nom, ce soit de manière personnelle. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Ne parle pas comme ça. » Eliza m'a écouté. J'ai posé le fusil et je me suis agenouillé pour être à la hauteur de ses yeux. Si les choses tournent mal, s'il me dépasse et entre dans cette cabane, prends Samuel et cours. Il y a un sentier derrière, à travers la pinède. Il vous mènera au territoire du chef Running Bear. Suivez ce sentier. Ne vous retournez pas. Ne vous arrêtez pas. Vous comprenez? Je ne vous abandonnerai pas. Vous le ferez si je vous le demande. Non. Sa voix était désormais ferme, obstinée. Vous ne m'avez pas abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Je ne te quitterai pas non plus. Je regardais cette petite fille de 8 ans, à moitié aveugle, serrant son petit frère dans ses bras, debout devant moi, me disant qu'elle ne m'abandonnerait pas. Et j'ai compris quelque chose. Elle m'avait déjà sauvé une fois. En traversant cette tempête de neige, elle m'avait sauvé d'une vie où je me sentais mort à l'intérieur. Il était peut-être temps que je lui fasse confiance pour nous sauver tous les deux. « D'accord, » ai-je dit, « nous resterons ensemble. » Elle a souri, un petit sourire, effrayé, mais sincère, puis elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras, rapidement et avec fougue. De se reculer comme si elle était gênée. « Merci, a-t-elle murmuré, pour tout. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais c'est à ce moment-là que j'ai entendu des chevaux, plusieurs chevaux, arriver sur le sentier. « Ça y est, c'est parti », ai-je pensé en attrapant mon fusil. Mais j'ai alors entendu quelque chose d'inattendu, une voix qui m'appelait. « Brennan, ne tire pas, c'est Miguel. » Je me suis approché de la porte avec prudence, mon fusil à la main. Effectivement, Miguel Santos arrivait à cheval, et derrière lui, j'ai compté 12 autres cavaliers, des hommes de l'équipe de bûcherons, des hommes que je connaissais à peine. « Que se passe-t-il » ai-je crié. Miguel a mis pied à terre. Nous avons appris qu'Oswin avait été libéré sous caution et qu'il prévoyait quelque chose pour ce soir, alors nous sommes venus vous aider. Aider comment? Comme vous voulez. Il fit signe aux hommes derrière lui. Nous avons tous travaillé pour James Morrison. Nous savons tous qu'Oswin l'a tué. Nous aurions dû dire quelque chose il y a 6 mois. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons été lâches. Mais nous ne le serons plus. Les hommes mirent pied à terre les uns après les autres. J'en reconnus certains. Juan, le sieur, Big Tom qui pouvait porter un tronc entier sur ses épaules. Le jeune Willie qui ne devait pas avoir plus de 19 ans. Nous monterons la garde, dit Miguel, par équipe. Si les hommes d'Oswin viennent, ils devront nous passer dessus. Je ne savais pas quoi dire. Pendant 5 ans, j'avais vécu seul, gardé tout le monde à distance, convaincu que je n'avais besoin de personne. Et voilà qu'une douzaine d'hommes étaient prêts à risquer leur vie pour des enfants qu'ils connaissaient à peine, simplement parce que c'était la bonne chose à faire.
Je ne peux pas vous payer. Ai-je fini par dire. On ne demande pas d'argent, a répondu Miguel. Il y a des choses qu'on fait parce qu'il faut les faire. C'est l'une d'entre elles. Alors que les hommes établissaient un périmètre autour de ma cabane, un autre cavalier est arrivé sur le sentier. Je l'ai immédiatement reconnu. C'était le docteur Harrison, avec sa trousse médicale. Je me suis dit qu'il y aurait des problèmes, a-t-il dit en descendant de son cheval. Tu auras peut-être besoin de quelqu'un qui sache soigner les blessures par balle. Docteur, vous n'avez pas, si je dois le faire. Son visage était sombre. Je suis resté silencieux quand j'ai vu les bleus sur ses enfants. Je me suis dit que cela ne me regardait pas. Eh bien, maintenant, cela me regarde. Avant le coucher du soleil, 4 autres personnes sont arrivées. Sarah Chen a apporté de la nourriture, assez pour nourrir tout le monde pendant 3 jours. Beatrice Hollis est venue avec des couvertures et des fournitures médicales. Même le vieux père Murphy de l'Église catholique s'est présenté, disant qu'il venait pour témoigner et prier pour les âmes. Or, j'ai toutefois remarqué qu'il avait apporté son fusil de chasse en plus de sa Bible. À la tombée de la nuit, je n'étais plus seul. 15 personnes campaient autour de ma cabane, qui montaient de la garde, prêtes à se battre. Eliza se tenait à la fenêtre, les regardant tous. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi font-ils cela ?»« Parce que tu leur as rappelé ce qui compte, répondis-je. Parfois, les gens oublient. Ils ont peur, deviennent égoïstes, se convainquent que rester en sécurité est plus important que faire ce qui est juste, mais ensuite, quelque chose se produit, quelque chose comme une petite fille qui traverse une tempête de neige pour sauver son petit frère, et cela leur rappelle qui ils étaient, qui ils sont censés être. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis, elle a demandé, « Tu penses qu'oncle Oswin viendra quand même, avec tous ces gens ici? » Je ne sais pas, un homme comme Oswin, quand il est staculé, il devient dangereux. Comme si nous l'avions invoqué avec nos paroles, nous avons entendu un son monter de la vallée en contrebas, des cloches d'église qui sonnaient à un moment inapproprié, selon un rythme qui n'était pas normal. Miguel s'est approché de la porte. « C'est un signal, a-t-il dit. Quelqu'un donne l'alerte en ville. » Nous sommes tous restés là à écouter ces cloches résonner à travers les montagnes, chaque son me donnant des frissons dans le dos. Puis un cavalier est arrivé à toute vitesse sur le sentier, l'un des fils de Béatrice, son cheval couvert d'écume à force d'avoir été poussé trop fort. « Au feu !» a-t-il crié. « Il y a un incendie en ville. Le palais de justice est en feu. Mon sang s'est glacé. Le palais de justice, c'est là où sont conservés tous les dossiers judiciaires, y compris les dossiers de la succession Morrison, a dit Miguel à voix basse. Les documents prouvant l'héritage des enfants. Les preuves du détournement de fonds d'Oswin. Il détruit les preuves, a dit le docteur Harrison. Mais je pensais à autre chose, à quelque chose de pire. C'est une diversion, dis-je. Il met le feu à la ville, attire le shérif et la moitié des hommes pour lutter contre l'incendie. Puis il vient ici pendant que nous sommes en sous-effectif. Miguel comprit immédiatement. Diviser nos forces, nous obliger à choisir entre sauver la ville et protéger les enfants. Et pendant que le palais de justice brûle, ai-je poursuivi, toutes les preuves légales de ces crimes brûlent avec lui. Le fils de Béatrice respirait difficilement. Le shérif appelle tous les hommes valides à aider à lutter contre l'incendie. Il dit que toute la ville pourrait brûler si le feu se propage à la scierie. Miguel m'a regardé. Si nous allons aider à lutter contre cet incendie, nous laissons les enfants sans protection, ai-je conclu. Mais si nous n'y allons pas, la ville brûle. Des gens pourraient mourir. Nous sommes restés là, dans un silence terrible, sachant tous que nous étions confrontés à un choix impossible. Sauver la ville ou sauver les enfants? Oswin avait tout manigancé pour que nous ne puissions pas faire les deux. Je reste, ai-je dit. Les autres, allez-y. Aidez à lutter contre l'incendie. Salas, tu ne peux pas défendre cet endroit tout seul. Je peux essayer? Non. La voix de Miguel était ferme. Nous nous sommes séparés. La moitié s'est partie combattre le feu. L'autre moitié est restée ici. Nous n'abandonnons ni l'un ni l'autre. C'était le meilleur compromis que nous pouvions faire, mais cela nous rendait tout de même vulnérables. 6 hommes pour garder la cabane, 7 pour combattre le feu. Ce n'était suffisant pour aucune des deux tâches, mais c'était le mieux que nous pouvions faire. Alors que Miguel choisissait les hommes pour chaque groupe, j'ai senti le temps ralentir. J'ai senti le poids de ce qui allait arriver s'abattre sur mes épaules. C'était le moment.
Ce soir, d'une manière ou d'une autre, tout cela allait prendre fin. Les hommes qui se rendaient en ville étaient en haut de la montagne lorsque nous l'avons vu, tout en bas dans la vallée, là où le sentier venant de la ville rejoignait la route de montagne, des lumières, pas des torches cette fois, mais des lanternes, se déplaçant lentement et régulièrement comme un cortège funèbre, remontant la montagne, venant vers nous. Ils sont là, dis-je doucement. Miguel regarda les cavaliers qui remontaient le sentier, puis la fumée qui s'élevait de la ville, puis moi. Nous pouvons encore envoyer tout le monde, dit-il. Tenir bon ici avec nos 15 hommes, et laisser la ville brûler, laisser mourir d'autres innocents? Je secouai la tête. Non, nous faisons comme prévu. Tu emmènes tes hommes en ville. Nous tiendrons bon ici jusqu'à ton retour. Et si tu ne peux pas tenir bon? Je regardais Elisa debout dans l'embrasure de la porte, tenant Samuel dans ses bras, confiante que je la protégerais. Alors je me battrai jusqu'au bout, ai-je répondu, et j'en emporterai autant que possible avec moi. Miguel m'a saisi l'épaule. Que Dieu soit avec toi, mon ami, et avec toi. J'ai regardé la moitié de nos défenseurs chevaucher vers la ville, vers le feu, me laissant avec 5 hommes pour affronter tout ce qui allait arriver sur ce sentier de montagne. À l'intérieur de la cabane, Elisa chantait doucement à Samuel, la même chanson qu'elle avait chantée dans la cave à légumes la première nuit. Une berceuse, une prière. J'ai vérifié mon fusil une fois de plus, m'assurant que chaque cartouche était chargée. Les lumières continuaient d'approcher, se rapprochant à chaque battement de cœur. Et quelque part au loin, les cloches de l'église continuaient de sonner, appelant les hommes de bien à combattre le feu, tandis que les hommes de mal venaient chercher les innocents. Silas? La voix d'Eliza était faible. Oui? Quoi qu'il arrive. Merci. Merci de nous avoir donné un foyer, même si ce n'était que pour un court moment. Ce n'est pas encore fini, dis-je. Mais en prononçant ces mots, en regardant ces lanternes gravir la montagne, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je lui mentais, ou si je me mentais à moi-même. Les lanternes s'arrêtèrent à 50 mètres de ma cabane. 10 hommes à cheval, peut-être plus dans l'ombre, et debout à l'avant, effrontés malgré ces conditions de libération sous caution, se tenait Oswin Fletcher. Brennan, sa voix portait dans l'air froid de la nuit. « Je te donne une dernière chance. Envoie les enfants, et je te laisserai vivre, toi et tes amis. Je suis sorti sur le porche, fusil à la main. Derrière moi, mes 5 défenseurs ont pris position aux fenêtres. Tu as déjà essayé de me brûler une fois, Oswin. Ça n'a pas marché alors, ça ne marchera pas maintenant. » C'était un avertissement. Il désigna la fumée qui s'élevait de la ville. « Cette fois, je ne plaisante pas. Vous avez 5 minutes pour les faire sortir ou nous entrons. »« Alors venez, ai-je répondu en criant, mais je vous garantis que certains d'entre vous ne redescendront pas cette montagne. » J'ai vu ces hommes s'agiter nerveusement sur leur selle. Ils avaient été engagés pour un travail, mais face à une position fortifiée et à des défenseurs déterminés, ce n'était pas ce pourquoi ils s'étaient engagés. Oswin le vit aussi, le visage déformé par la rage. « Vous êtes tous des imbéciles, cria-t-il à ces hommes. Ils ne sont que 6. Nous sommes 2 fois plus nombreux qu'eux, et quand nous en aurons fini, vous serez payés le double de ce que je vous ai promis. L'argent fait la loi. » Les mercenaires se calmèrent, les mains se posant sur leurs armes. C'était le moment où tout allait être décidé par les balles et le sang. Mais alors j'entendis quelque chose. Le bruit de nombreux chevaux arrivant rapidement d'une autre direction. Pas de la ville, mais du nord. Tout le monde se retourna pour regarder. Sortant de l'obscurité, le chef Running Bear chevauchait, suivi d'au moins 30 guerriers Blackfoot. Ils se sont déployés en ligne entre les hommes d'Oswin et ma cabane, formant un mur de chevaux et d'hommes. « Que signifie tout cela ?» a bredouillé Oswin. Le chef Running Bear était assis bien droit sur sa selle, le visage buriné et impassible. Ses enfants ont demandé la protection de la tribu. En vertu du traité de 1855, toute personne ayant du sang Blackfoot qui demande l'asile a droit à la juridiction tribale. Ce traité ne s'applique pas ici. Ce sont des terres territoriales. Les enfants sont sur ces terres par choix. Ils ont demandé à être reconnus par la tribu. Cela fait d'eux des membres de la tribu, soumis à nos lois. Pas aux vôtres. La voix du chef était calme, mais elle portait le poids de siècles d'histoire. Vos papiers de tutelle ne signifient rien pour nous. C'est absurde. Le Marshal Reeves est lié par le droit fédéral des traités.
l'interrompit le chef Running Bear. Tout comme vous, si vous tentez d'emmener ces enfants de force, vous commettez un acte d'agression contre la nation Blackfoot. C'est un crime fédéral. Je vis le visage d'Oswin passer de la rage au calcul, puis au désespoir. Tout son plan s'écroulait autour de lui. L'incendie du palais de justice avait détruit des preuves, certes, mais cela n'avait plus aucune importance. La loi tribale se moquait des documents des Blancs. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit Oswin, mais sa voix avait perdu de son assurance. « J'ai des droits légaux. Vous n'avez aucun droit ici. » Le chef Running Bear regarda derrière lui, directement vers moi. « Silas Brennan, acceptez-vous la responsabilité de ces enfants selon la coutume tribale? » Tous les regards se tournèrent vers moi. C'était le moment de non-retour. Si je disais oui, je serais lié par la loi tribale, soumis à leur jugement, mais je serais également protégé par elle, tout comme Eliza et Samuel. « J'accepte, dis-je. » Le chef Running Bear acquiesça. « Alors, c'est décidé. Demain à l'aube, vous viendrez dans notre village. Le conseil tiendra un procès en 3 questions. Si vous répondez vrai, les enfants seront à vous pour toujours. Si vous répondez faux, ils ne terminent pas, mais nous savions tous ce que cela signifiait. Et s'il échoue, demanda Oswin avec impatience, s'il ne peut pas répondre à vos questions, les enfants me seront-ils rendus? Non, répondit simplement le chef. Ils deviendront la propriété de la tribu. Dans tous les cas, vous ne les reverrez plus jamais. Le visage d'Oswin devint violet. C'est illégal. Je ferai appel au gouverneur territorial. Je vais... Vous allez partir, dit le chef Running Bear d'une voix dure. Maintenant. Avant que je ne décide que votre présence ici constitue une menace pour les membres de la tribu, les guerriers Blackfoot levèrent leurs fusils d'un seul mouvement. Oswin regarda ses mercenaires, les vit reculer, vit que son argent et son influence ne signifiaient rien face à 30 guerriers armés et à la loi fédérale sur les traités. « Ce n'est pas fini, Brennan, cracha-t-il. Même si vous réussissez leur test, je trouverai un moyen. Je trouve toujours un moyen. Alors tu le feras depuis ta cellule, dit une nouvelle voix. Nous nous retournâmes tous. Le shérif Reeves arrivait de la ville à cheval et il n'était pas seul. Il était accompagné de Beatrice Hollis, qui portait un coffre-fort métallique, du genre de ceux utilisés pour conserver des documents importants. « Avant que vos hommes ne mettent le feu, dit le shérif, Béatrice a fait irruption dans le palais de justice et s'est emparée des dossiers les plus importants, y compris les archives de la succession Morrison, qui contiennent des preuves de votre détournement de fonds, y compris la déposition d'un témoin, Miguel Santos, qui décrit comment il vous a vu saboter l'équipement forestier de James Morrison. Oswin parlait. Oswin Fletcher, continua Marshal Reeves, vous êtes à nouveau en état d'arrestation et cette fois-ci, aucun juge du territoire ne vous accordera de caution. Je les ai regardés mettre Oswin au fer, je l'ai regardé crier et menacer, puis finalement s'effondrer Soben alors qu'il l'emmenait. Tout ce pouvoir, toute cette influence disparut en un instant. Quand ils furent partis, quand les mercenaires se furent dispersés et qu'Oswin fut ramené en prison, le chef Running Bear s'approcha de moi. « Les enfants sont en sécurité ce soir, dit-il, mais demain, vous devrez vous présenter devant le conseil. Les 3 questions ne sont pas faciles, Silas Brennan. Elles sont conçues pour révéler ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Beaucoup ont échoué. Que se passera-t-il si j'échoue? Les enfants iront à la tribu. Ils seront élevés selon nos coutumes, recevront des noms Blackfoot, apprendront nos traditions. Ils auront une bonne vie. » Il fit une pause. « Mais ils ne t'auront pas. » Je regardais la cabane où Eliza se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant Samuel dans ses bras, nous observant. « Alors je ferai mieux de ne pas échouer, dis-je. Viens à l'aube, seul. Les enfants resteront ici avec tes amis jusqu'à la fin du procès. » Il commença à s'éloigner à cheval, puis s'arrêta. « Silas Brennan, les questions que nous posons ne concernent pas la force, la sagesse ou la richesse. Elles concernent la vérité. Souviens-toi de cela. » Une fois que tout le monde fut parti, les guerriers, le marshal, les défenseurs qui m'avaient soutenu, la cabane devint silencieuse. Eliza et moi nous assîmes près du feu. Aucun de nous ne parla pendant un long moment. Finalement, elle demanda « Quelles sont les 3 questions? » « Je ne sais pas, et si tu ne peux pas y répondre, alors tu iras vivre avec le peuple du chef Running Bear. Ce sont des gens bien, Eliza.
Ils prendront soin de toi. Mais je veux rester avec toi, murmura-t-elle. Je sais. Je passai mon bras autour de ses épaules. Et je ferai tout mon possible pour que cela arrive. Elle se blottit contre moi. Nous restâmes assis là à regarder le feu, sachant tous deux qu'à l'aube, tout changerait. D'une manière ou d'une autre, l'aube arriva, froide et claire. Je me rendis seul au village des Blackfoot, comme me l'avait demandé le chef Running Bear. Le sentier serpentait à travers des forêts de pins encore couvertes de neige, et à mesure que je montais, je pouvais voir de la fumée s'élever de la ville en contrebas. Le palais de justice encore noirci par l'incendie de la nuit dernière. Oswin avait tenté de brûler la vérité. Au lieu de cela, il n'avait fait que se trahir. Le village était niché dans une vallée protégée par des parois rocheuses sur 3 côtés. Des tipis formaient un cercle autour d'un feu central, et en arrivant, j'ai vu toute la tribu réunie. Les anciens, les guerriers, les femmes, les enfants, tous présents pour assister au procès des 3 questions. Le chef Running Bear se tenait près du feu, flanqué de 6 autres anciens. Leurs visages étaient burinés comme du cuir vieilli, leurs yeux perçants comme de verre brisé. Vous venez chercher à adopter des enfants de sang tribal. Notre loi exige que vous répondiez à 3 questions en toute sincérité. Pas avec des mots habiles, pas avec des réponses correctes, mais avec la vérité qui vient de votre cœur. Nous saurons faire la différence. Je mis pied à terre et m'approchai du feu. La chaleur était agréable sur mon visage, mais elle n'était rien comparée à la chaleur de tous ces regards braqués sur moi. « Je suis prêt, dis-je. Une femme âgée s'avança, la personne la plus âgée que j'avais jamais vue, le visage couvert de rides, les yeux toujours aussi brillants que ceux d'une jeune fille. « Première question, dit-elle. Vous avez perdu votre femme et votre fils, vous les pleurez encore. Pourquoi cherchez-vous à les remplacer par des enfants qui ne sont pas les vôtres? » La question m'a frappé comme un coup de poing. Je m'attendais à des questions juridiques, pratiques, pas à ça. J'ai pensé mentir et dire quelque chose de noble sur le devoir ou la compassion. Mais le chef Running Bear avait dit la vérité, alors je lui ai donné. Je ne cherche pas à les remplacer, ai-je répondu lentement. Martha et James sont irremplaçables. Mais le chagrin est un gouffre, madame. Vous pouvez rester seul d'un côté ou vous pouvez construire un pont et le traverser. Eliza et Samuel ne remplacent pas ce que j'ai perdu. Ils sont le pont qui me permet de continuer à vivre sans oublier les morts. La vieille femme a hoché la tête. Vous dites vrai. Le cœur sait faire la différence entre combler un vide et guérir une blessure. Un homme d'âge moyen s'avance ensuite. Deuxième question. Vous êtes un homme riche et indépendant. Les enfants exigent des sacrifices, de liberté, de ressources, de soi-même. Votre grange a brûlé, votre bétail s'est dispersé. Pourquoi donner le peu qui vous reste à des enfants qui ne vous appelleront peut-être jamais père? Celle-ci était plus facile. J'avais déjà appris cette leçon. J'ai passé 5 ans à construire un ranch pour moi seul, répondis-je. De plus grandes granges, plus de bétail, plus de terre. Mais chaque soir, je rentrais dans une maison vide. Une propriété sans but n'est qu'un ensemble d'objets. Eliza et Samuel me donnent une raison de reconstruire. Pas pour moi, pour eux. Et s'ils grandissent ou les partent, j'ai haussé les épaules. C'est comme ça que ça doit être. Les enfants ne sont pas censés rester. Ils sont censés devenir assez forts pour voler de leurs propres ailes. L'homme a souri légèrement. Vous comprenez donc ce qu'est la parentalité. C'est l'art de tenir fermement tout en lâchant prise. Finalement, le chef Running Bear lui-même s'avança. Troisième question, la plus difficile. Ses yeux plongèrent dans les miens. Vous avez accueilli ces enfants chez vous. Vous avez tout risqué. Pourquoi? Ne me parlez pas de devoir. Ne me parlez pas d'honneur. Dites-moi la vérité la plus profonde, même si elle vous fait honte. C'était le moment. La question qui allait tout décider. Je sentais toute la tribu se pencher en avant, dans l'attente. J'entendais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Et je compris que si je ne pouvais pas être honnête ici, je ne méritais pas ces enfants de toute façon. Parce que j'ai laissé tomber mon propre fils, ai-je dit, la voix brisée. Il est tombé malade. Une fièvre hivernale, comme Samuel. Je suis parti chercher des médicaments, comme je l'avais fait pour Samuel. Mais j'étais arrivé trop tard. James était mort pendant mon absence. Et Martha, elle m'a regardé avec des yeux qui me pardonnaient, ce qui était pire que de me blâmer. Elle m'a pardonné, mais je ne me suis jamais pardonné.
Les larmes coulaient sur mon visage et je ne les essuyais pas. Quand j'ai vu Eliza porter Samuel à travers cette tempête de neige, quand j'ai vu ses lèvres bleues, j'ai vu ma deuxième chance, ma rédemption. Je ne les accueille pas par gentillesse, chef. Je les accueille par désespoir, parce que si je peux les sauver, peut-être que je pourrais vivre avec ce que je n'ai pas pu sauver auparavant. Le silence qui suivit fut absolu. Je venais de confesser ma honte la plus profonde devant une centaine de personnes, d'admettre que j'étais brisé, égoïste, désespéré. Tout mon instinct d'homme me disait que je venais d'échouer à l'épreuve. Puis le chef Running Bear a fait quelque chose d'inattendu. Il a souri. Vous avez répondu aux 3 questions, a-t-il dit, et vous avez fait ce qu'aucun homme cherchant à adopter n'avait jamais fait auparavant. Je me suis préparé à être rejeté. Vous avez dit de la vérité, toute la vérité. La plupart des hommes nous racontent de nobles mensonges. Ils veulent des enfants par amour, par devoir, par force. Vous êtes le premier à admettre que vous le faites parce que vous êtes brisé. Il posa sa main sur mon épaule. Et cela, Silas Brennan, est la seule raison honnête de devenir père. La vieille femme s'avança à nouveau. Tous les parents sont des personnes brisées qui essaient d'élever leurs enfants mieux qu'ils n'ont été élevés. Vous admettez vos failles. D'autres les cachent. Nous faisons davantage confiance à un pot fêlé qui admet qu'il fuit qu'à un pot parfait qui cache ses trous. Le conseil a pris sa décision, annonça le chef Running Bear à la tribu. Rassemblés, les enfants sont à vous. Que leur guérison et la vôtre suivent le même chemin. Un cri de joie s'éleva de la tribu, des cris et des hurlements qui résonnèrent sur les parois du canyon. Je restais là, sous le choc, n'arrivant pas à croire ce que j'avais entendu. J'avais été accepté. Ils amenèrent alors Eliza et Samuel. Ils avaient été gardés dans une hutte voisine en attendant le verdict. Quand Eliza me vit mes larmes, vit les sourires sur les visages des anciens, elle comprit. Elle courut vers moi, Samuel dans ses bras, et se jeta contre ma poitrine. « Papa », dit-elle, la première fois qu'elle m'appelait ainsi. Je les pris tous les deux dans mes bras. « Oui, ma fille. Papa. » La tribu commença à préparer un festin, célébrant l'adoption selon la tradition. Mais alors que les femmes allumaient le feu et que les hommes sortaient des tambours, un cavalier fit irruption dans le village. C'était l'un des fils de Béatrice, le visage pâle de peur. « Monsieur Brennan, allaita-t-il, vous devez venir vite. C'est Oswin. Il s'est échappé. » Mon sang se glaça. « Quoi? Hier soir, dans la prison. Quelqu'un l'a aidé. Il a laissé la porte de la cellule ouverte. Il lui a donné un cheval. Les Marshalls forment une troupe, mais... » Le garçon hésita. On l'a entendu dire qu'il venait chercher les enfants. Il a dit que s'il ne pouvait pas les avoir légalement, personne ne les aurait. Le visage du chef Running Bear se durcit. Depuis combien de temps est-il libre? Depuis minuit. Il a 12 heures d'avance. J'ai regardé Eliza. J'ai vu la peur envahir à nouveau son œil valide. Nous avions gagné la bataille juridique, passé le test tribal, tout fait correctement. Et Oswin Fletcher était toujours là, quelque part dans les montagnes, venant terminer ce qu'il avait commencé. « Emmenez les enfants à la loge, » ai-je dit au chef Running Bear. « Mettez-les en sécurité. »« Où allez-vous? » J'ai vérifié mon fusil, m'assurant que j'avais suffisamment de munitions. « Pour en finir, » ai-je dit, d'une manière ou d'une autre. Nous avons trouvé Oswin Fletcher à 3 miles du village, son cheval boiteux, lui marchant péniblement dans la neige qui lui arrivait aux genoux. Il ne courait pas vers les enfants, il s'enfuyait. Le Marshal Reeves et moi l'avons rattrapé, accompagné du chef Running Bear et d'une douzaine de guerriers. Quand Oswin nous a vus, il s'est effondré dans la neige, sans même essayer de se battre. « C'est fini, Oswin », a dit le Marshal. Mais Oswin s'est contenté de rire. Un son brisé, creux. Fini. Tout était fini depuis que James Morrison avait épousé cette femme Blackfoot, depuis qu'ils avaient eu des enfants avec du sang tribal. J'avais travaillé pendant 20 ans pour bâtir cette entreprise et il allait en laisser la moitié à des enfants de métis. Cette insulte fit bouger la main du chef Running Bear vers son couteau, mais je levai la main. « Laissez-le parler, dis-je. Laissez-le tout nous raconter. » Et Oswin le fit. Comme un barrage qui se rompt, toute la triste vérité a jailli. Comment il avait saboté le matériel de connexion. Comment il avait prévu que la veuve de James meure aussi. Il avait glissé quelque chose dans ses médicaments pour que l'accouchement se passe mal. Comment il avait lentement empoisonné la nourriture des enfants, espérant qu'ils tombent malades et meurent avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Ils étaient censés mourir, sanglotait-il. Discrètement, comme des accidents.
Personne ne l'aurait su. L'entreprise aurait été à moi, rien qu'à moi, mais cette fille, il m'a regardé avec des yeux hagards. Cette fille ne voulait pas mourir. Elle a survécu, elle a continué à protéger son frère. Je devais me débarrasser d'eux. Je n'avais pas le choix. Il avouait 3 meurtres et 2 tentatives de meurtre, là dans la neige, devant une douzaine de témoins. Marshall Reeves notait tout. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi ne pas simplement racheter leur part? Les payer? Parce qu'ils ne le méritaient pas. Oswin a crié. J'ai bâti cette entreprise, mon argent, mes relations. James n'avait que le nom et le savoir-faire à faire. Pourquoi ces bâtards devraient-ils hériter de ce que j'ai construit? Le mot « bah » est resté suspendu dans l'air froid. Le chef Running Bear est descendu lentement de cheval. Il s'est approché d'Oswin, agenouillé dans la neige, et le vieux chef a regardé cet homme brisé et haineux, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. De la pitié. Vous avez tué pour de l'argent, dit calmement le chef Running Bear. Vous avez détruit des vies pour des biens matériels, et maintenant, vous n'avez plus ni l'un ni l'autre. Il me regarda. Que voulez-vous que nous fassions de lui, Silas Brennan? Selon la loi tribale, vous avez le droit d'exiger justice, sa vie pour les vies qu'il a prises. Tout le monde se tut. Ça y était. Le moment où je pouvais exiger la mort d'Oswin et où aucune loi des Blancs ne pouvait l'empêcher. La justice tribale sur les terres tribales. Je pensais à Martha, à mon fils James, aux parents d'Eliza, morts à cause de la cupidité de cet homme. Puis je pensais à Eliza et Samuel, restés au village, attendant de voir quel genre d'homme j'étais, quel genre de père. Non, dis-je, Marshall Reeves eut l'air surpris. Silas, il sera jugé par la justice des Blancs, un procès, un jury, un juge. Tout sera légal et en bonne et due forme. J'ai regardé Oswin, parce que je ne le laisserai pas me transformer en ce qu'il est. Je ne le laisserai pas faire en sorte que mes enfants voient leur père devenir un meurtrier. Le chef Running Bear a hoché lentement la tête. Tu choisis la clémence plutôt que la vengeance. C'est là le signe d'une véritable force. Ce n'est pas de la clémence, ai-je dit. C'est du pragmatisme. Chaque minute que je passe à le haïr est une minute que je ne passe pas à les aimer. Il a eu assez de nos jours. Il n'en aura pas d'autres. 3 mois plus tard, le printemps est arrivé dans le Montana. Oswin Fletcher a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 3 meurtres, 2 tentatives de meurtre, incendie criminel, fraude, détournement de fonds. Le juge l'a condamné à la pendaison, mais je ne suis pas allé voir. J'avais mieux à faire, comme apprendre à Eliza à monter à cheval, comme regarder Samuel faire ses premiers pas, comme reconstruire ma grange avec l'aide de Miguel et de l'équipe de bûcherons. L'adoption légale a été finalisée par une chaude matinée d'avril. Le juge Morrison est venu en personne au ranch pour remettre les papiers, et il a souri en voyant les nouveaux noms, Eliza Martha Brennan et Samuel James Brennan. Vous avez honoré vos morts en donnant leur nom aux vivants, a-t-il dit. C'est une bonne chose. J'ai admis que c'était l'idée du chef Running Bear, qui disait que dans sa tradition, on honorait ses ancêtres et en perpétuant leur nom. Ce soir-là, j'ai emmené les enfants au sommet de la colline où Martha et mon fils étaient enterrés. Nous avions ajouté 2 autres pierres tombales pour James et Elizabeth Morrison. Je veux que tu connaisses tes premiers parents, ai-je dit à Eliza. Ils t'aimaient, et ils seraient fiers de ce que tu es en train de devenir. Tu crois que ça les dérange? Demanda-t-elle en touchant la pierre tombale de sa mère. Qu'on t'appelle papa maintenant? Je regardais les 4 tombes et pensais à tout ce que la mort m'avait appris sur la façon de vivre à nouveau. Je pense qu'ils t'ont envoyé vers moi, dis-je. Je pense que ta maman et ma Martha ont trouvé un arrangement là-haut. Peut-être que notre famille était censée être plus grande que nous le pensions. Samuel, qui marchait maintenant, âgé de presque 1 an, vint en titubant et posa sa petite main potelée sur ma botte. Je le pris dans mes bras et il rit en touchant ma barbe. « Allez, dis-je, rentrons à la maison. » Alors que nous descendions la colline vers la cabane, d'où de la fumée s'échappait de la cheminée et où la nouvelle grange se dressait, solide, contre le ciel, Eliza glissa sa main dans la mienne. « Papa, a-t-elle dit, il te manque toujours? Ta première famille? » Tous les jours, ai-je admis. Mais les regretter et t'aimer ne sont pas 2 choses incompatibles, ma fille. Un corps peut contenir les 2. Elle m'a serré la main. Tant mieux, parce que ma première maman et mon premier papa me manquent aussi, mais je t'aime tout autant.
Depuis la cabane, je pouvais voir les gens se rassembler. Miguel et sa famille, Beatrice, le docteur Harrison, Sarah Chen. Nous avions commencé à prendre nos dîners du dimanche ensemble. Cette étrange assemblée de personnes qui avaient trouvé du courage les unes auprès des autres. Le chef Running Bear était là aussi. Il était devenu un visiteur régulier, disant qu'il aimait voir comment son petit-fils adoptif Samuel grandissait dans les deux mondes, celui des Blancs et celui des Blackfoot. Tu sais comment la tribu t'appelle, m'a-t-il dit la semaine dernière. Il t'appelle bouclier brisé, l'homme qui reconnaît ses failles et protège les autres malgré tout. J'aime bien ce nom, il me semble juste. Lorsque nous sommes arrivés à la cabane, Eliza m'a regardé une dernière fois. « Es-tu heureux, papa? Vraiment heureux? » J'ai regardé cette fille borgne qui avait traversé une tempête de neige pour sauver son frère. J'ai regardé Samuel qui gloussait dans mes bras. J'ai regardé la communauté réunie autour de ma table, célébrant la vie au lieu de la thésauriser. « Oui, ma fille, ai-je répondu, je le suis vraiment. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que les enfants se soient endormis, je me suis tenu sur mon porche à regarder les étoiles. Les montagnes se dressaient sombres contre le ciel, et quelque part là-bas, le printemps faisait fondre les dernières neiges de l'hiver. J'ai pensé à Oswin, assis dans une cellule de prison, attendant la corde. J'ai pensé à quel point j'avais failli laisser sa haine empoisonner ma deuxième chance d'avoir une famille. Mais j'avais choisi autre chose. J'avais choisi de construire plutôt que de détruire. J'avais choisi d'aider, mais plutôt que de haïr. J'avais choisi d'être le genre de père que mes enfants méritaient, et non le genre d'homme que mon ennemi voulait que je devienne. Et cela, pensais-je, était la meilleure vengeance qui soit. À l'intérieur, j'entendais Eliza chanter une berceuse à Samuel, la même que celle qu'elle chantait la première nuit où je les avais trouvés à moitié gelés dans ma grange, mais cette fois, sa voix n'était pas effrayée. C'était chez moi. Je suis vieux maintenant. Eliza a 3 enfants, et Samuel gère ce ranch mieux que je ne l'ai jamais fait. Tout cela s'est passé il y a plus de 40 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Chaque détail, chaque choix, chaque instant, j'ai failli me tromper. Les gens qui entendent cette histoire me demandent parfois si je le regrette. Me battre contre Noswin, brûler ma grange, tout risquer pour 2 enfants que je venais de rencontrer. Et je leur réponds toujours la même chose. Les regrets, c'est pour le temps perdu. Je n'ai pas perdu un seul instant. Vous voyez, la frontière vous apprend très vite quelque chose. Vous pouvez construire le plus grand ranch, le plus beau troupeau, la propriété la plus impressionnante des 3 comtés. Mais si vous le faites seul, vous n'avez rien construit. Juste un musée pour une personne. La famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de savoir pour qui vous traverseriez une tempête de neige, pour qui vous laisseriez brûler votre grange, pour qui vous vous opposeriez à des tueurs à gages. Voilà ce qu'est la famille. Martha disait souvent, « Silas, Dieu brise nos cœurs pour pouvoir y mettre plus d'amour. » Je n'ai pas compris cela pendant longtemps. Je pensais qu'un cœur brisé était juste brisé, vide, inutile. Mais elle avait raison. Mon cœur s'est brisé quand je l'ai perdu, elle et James, et cette fissure. C'est là qu'Eliza et Samuel ont trouvé leur place. Non pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais pour prouver que les choses brisées peuvent encore contenir quelque chose de précieux. Si vous portez un poids en ce moment, une perte, un chagrin, un échec, un regret, je veux que vous sachiez que ce poids peut être une base. Construisez quelque chose dessus. Ne le laissez pas vous ensevelir, et si vous avez dans votre vie des personnes qui ont besoin d'être protégées, protégez-les. N'attendez pas la permission, n'attendez pas le moment idéal. Faites-le, tout simplement. Parce que la dignité compte, la justice compte et la famille, choisie ou biologique, compte plus que tout. Si cette histoire vous a touché, je serais reconnaissant de savoir d'où vous l'écoutez et j'espère que, où que vous soyez, vous avez quelqu'un pour qui vous êtes prêt à traverser une tempête de neige. Jusqu'à la prochaine fois, que votre cœur soit suffisamment brisé pour contenir plus d'amour et que votre courage soit suffisamment fort pour protéger ce qui compte. Je suis Silas Brennan et c'est ainsi que je suis devenu père 2 fois.